BFM Business partenaire. BFM Business et CB présentent les trophées de l'innovation 2023 avec Stéphane Pedrazzi. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette 7e édition des Trophées de l'innovation CB. 200 dossiers de candidature nous ont été adressés cette année. Il reste ce soir 6 finalistes que nous allons départager avec notre jury dans 2 catégories, commerce et marketing augmenté et inclusion et RSE. Un 3e trophée sera également remis, c'est le prix des experts CB. On vous expliquera tout ça dans un instant. D'abord, je vous présente notre jury, cette édition 2023. Frédéric Quentin, responsable sport de haut niveau et sport féminin à la FDJ, Audrey Maubert, directrice adjointe de la rédaction de BFM Business, Émilie Tison, directrice des services financiers chez Système-U, Jean-Daniel Griès, directeur des relations interbancaires et partenariats paiement à la Banque Postale, Christophe Le Sobre, directeur des projets de l'innovation solutions de paiement au Crédit Mutuel et Pierre-Antoine Vacheron, directeur général des paiements chez BPCE. Bonsoir à tous les 6 et merci d'être en plateau. Petite question pour commencer, pourquoi avoir accepté de faire partie de ce jury 2023, Frédéric ? Alors, il y a de nombreuses connexions entre FDJ et CB. Et il y en a une toute dernière qui me concerne un peu plus, puisque CB est devenu partenaire en 2023 de l'équipe cycliste féminine FDJ Suez, dont je suis en charge du sponsoring. Audrey Maubert, l'innovation, évidemment, ça nous parle ? Oui, ça nous parle. Et puis, il y a une question de temporalité, d'actualité toujours. C'est la bonne idée au bon moment, ce qui va rajouter une brique pour renforcer un business, pour le développer. Émilie, qu'est-ce que vous attendez des finalistes ? Aujourd'hui, les 2 catégories sont dans nos préoccupations du moment. Donc, j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont nous proposer ce soir. Et puis, on a 3 banquiers en plateau. Alors, évidemment, quand on parle de paiement, l'innovation n'est jamais très, très loin. Christophe Le Sobre. Ah ouais, très clairement, quand on travaille l'innovation dans les paiements, ces sujets nous intéressent, notamment l'inclusion et le RSE, puisqu'il faut que nos solutions s'adressent à tous. Jean-Daniel Griès. Oui, toutes les innovations nous intéressent dans la banque, qu'elles soient technologiques, sociétales. L'ensemble de ces innovations nous intéresse. On soutient le groupement carte bancaire. Bien entendu, comme toutes les banques, nous avons un lab et on soutient le groupement dont nous sommes membres. Et donc, je suis très heureux d'être ici et très curieux et impatient de voir les candidats de cette nouvelle édition. Pierre-Antoine Vacheron. Écoutez, nous aussi, les banques populaires et les caisses d'épargne sont très actives dans l'innovation, dans le commerce digitalisé, dans la RSE, par les financements, par les solutions. Donc, faire partie de ce jury, c'est à la fois un honneur et puis un énorme plaisir. Merci beaucoup donc à tous les 6. On passe à notre première catégorie de ces trophées de l'innovation CB, commerce et marketing augmenté. Et la première start-up de cette catégorie, c'est Graffiti, application de reconnaissance visuelle qui est couplée à un moteur de recherche. C'est donc une application de réalité augmentée qui vous aide à faire des courses et donc à faire des choix. Regardez. Graffiti première. Graffiti, ça permet de dupliquer l'expérience que l'on a sur un site e-commerce directement en magasin. On crée des algorithmes de reconnaissance visuelle et on va voir directement en réalité augmentée des petites pastilles vertes apparaître sur les produits qui correspondent à nos attentes. Pas besoin de demander au consommateur de retourner produit par produit et de scanner les codes barres. Ça tourne à partir du moment où il a scanné un QR code en début de rayon. Ça fait 4 ans qu'on existe. On est une équipe de 12 maintenant et on a amorcé la phase de business développement. Donc on a fait environ 250 000 € de chiffre d'affaires. Il y a un bénéfice pour le consommateur qui lui va pouvoir accéder directement à l'information, qui va pouvoir voir les produits qui correspondent vraiment à ses attentes. Et puis il y a un bénéfice aussi pour les marques et les distributeurs qui peuvent communiquer de manière très fluide sur les informations, sur les bénéfices produits. D'être nommé au Trophée de l'innovation CB, c'est très important. Ça nous offre beaucoup de visibilité, ça nous offre aussi des partenariats, du business développement possible. Et puis tout ça dans le cadre d'une levée de fonds qu'on est en train de mener. On est une équipe très internationale, au Japon, en République tchèque. Mais on a réussi aujourd'hui tous ensemble à fonder Graffiti et à relever challenge après challenge, pas après pas. Marie Torse, présidente et cofondatrice de Graffiti, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez 1 minute pour convaincre le jury. Ensuite, vous pourrez répondre à leurs questions.
Alors vous l'avez compris, chez Graffiti, on duplique l'expérience que vous avez sur un site internet directement en magasin. Sur un site internet, vous arrivez sur le site, vous avez plein d'informations, vous pouvez filtrer, voir uniquement apparaître les produits qui vous intéressent. Quand vous êtes dans un magasin, c'est beaucoup plus compliqué. Avec Graffiti, on va reconnaître tous les produits qui sont devant vous et on va afficher des petites pastilles en réalité augmentée sur ces produits. Quand vous cliquez sur la pastille que vous avez vue, vous pouvez voir toutes les informations qui sont attribuées à ce produit. Et ce qui est vraiment chouette, vous prenez un peu de recul, vous filtrez, vous indiquez vos préférences et on fait changer ces petites pastilles de couleur. Alors quand le vendeur n'est pas là, c'est vraiment un outil d'aide pour le consommateur. Quand il est là, c'est complètement un outil pour lui, pour de la vente augmentée, pour montrer son expertise aussi. Les outils chez Graffiti, on en a beaucoup. On a des outils autour du marketing, on a des outils autour de la promotion. On fait apparaître des petits avatars éducationnels en réalité augmentée, ce genre de choses. Et donc j'ai vraiment hâte d'en parler avec vous davantage. Merci. Merci beaucoup, Marie. Quel timing. 1 minute. Question de notre jury. Qui veut commencer? Émilie. Moi, je trouve votre start-up très intéressante et j'ai une question concernant les bases de données. Donc, la source des données, est-ce que vous travaillez avec les marques, avec les distributeurs? Ça marche comment? Alors, totalement, effectivement. On travaille avec les marques et les distributeurs, qui sont les donneurs d'ordre, qui sont nos clients. Et donc, on va aller se connecter directement à leur base de données ou alors à d'autres bases de données qu'ils nous auront indiquées. Typiquement, pour aller rechercher les notes ou les commentaires sur certains produits, eh bien, il y a des bases de données qui sont déjà existantes, que parfois certaines marques ou certains retailers aiment utiliser. Question de Pierre-Antoine Vacheron, BPCE. Marie, quel est votre business model? Vous avez dit 250 000 € de chiffre d'affaires. Oui. Ça vient d'où? Alors aujourd'hui, ce sont les marques et les distributeurs qui payent. Ils payent une licence annuelle et puis ensuite ils payent par magasin. Et ils payent également chaque outil que nous développons en plus. Par exemple l'avatar, par exemple le couponing, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est clairement les clients de Graffiti. Frédéric Quentin pour la FDJ. Est-ce que vous avez une démarche pour les personnes qui sont allergiques ou intolérantes alimentaires? C'est vraiment une très bonne question. Effectivement, dans l'équipe, on a beaucoup de personnes qui sont allergiques et qui souffrent de ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est assez compliqué. On est en train de chercher des bases de données pour répondre et afficher ce genre d'informations. C'est vrai qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de base de données très, très fiable. Et on a peur d'une responsabilité effectivement engagée envers le consommateur. Audrey Maubert, BFM Business. Moi, je m'interroge sur l'expérience. Est-ce que je vais passer 3 heures de plus dans le rayon quand je vais scanner en début de rayon, quand je vais voir défiler les infos? Et après, en termes d'entonnoir, quel type d'infos je vais trouver? Alors, merci beaucoup de cette question, effectivement. On est, chez Graffiti, pas sur le modèle course du week-end où vraiment on met vite tout ce qu'on a à mettre dans le caddie et on s'en va. On est sur une expérience de shopping, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche, en tant que consommateur, où on va chercher de l'information. On est devant de l'électroménager, on est devant du bricolage, on est devant du vin ou des cosmétiques. Et en fait, toutes les questions que l'on va se poser, on a tendance, quand on est dans ce genre de situation, justement à perdre du temps en regardant sur Google, et puis en regardant à nouveau dans le rayon, et puis en regardant sur Google. Et bien, on s'affranchit de ça avec Graffiti. L'idée, c'est vraiment d'accéder instantanément à l'information sur les produits qui sont devant vous, information qu'on est en train de chercher en réalité. Christophe Le Sobre, Crédit Mutuel. Est-ce qu'on peut préparer une liste avant de partir en magasin et arriver dans le magasin et avoir les produits sélectionnés, nous diriger directement? Alors, question très intéressante aussi, merci. Effectivement, aujourd'hui, Graffiti ne collecte pas du tout de données sur l'utilisateur. Donc, c'est difficile pour nous d'avoir un historique et de pouvoir tracer. L'expérience se fait de manière extrêmement fluide. Il n'y a pas d'application à télécharger. Donc, on est vraiment dans le flux de la caméra directement et c'est tout. Par contre, aujourd'hui, on est en train de travailler avec certains retailers, certains distributeurs qui souhaitent qu'on soit intégré directement dans leur application. Et à partir du moment où, effectivement, on est intégré dans leur application, on récupère les données de privacy, donc les données, en fait, effectivement, d'historique, par exemple, les données d'achat, de caisse, etc. Et donc, on peut tout à fait envisager des expériences très fluides, très omnichannel, comme ça, très omnicanal. Dernière question très rapide, Jean-Daniel Griès. Oui, Marie, alors quel type de shopping vous visez dans cette approche et qu'est-ce que vous faites de la spontanéité de l'acheteur dans ce discours? C'est une question intéressante. Aujourd'hui, on vise effectivement plusieurs verticales qu'on a identifiées qui sont justement diamétralement opposées, comme on disait tout à l'heure, aux expériences de course très rapides comme ça. On identifie effectivement qu'il y a un besoin dans le vin. Vraiment, voilà, on se retrouve face à des milliers de références, donc c'est assez compliqué. Il y a un besoin aussi dans le bricolage. On a commencé à déployer avec plaisir avec Monsieur Bricolage, d'ailleurs. Et dans l'électronique également, dans la cosmétique aussi. En fait, c'est toutes des expériences qui ont
pour point commun d'avoir la nécessité d'aller se rendre en magasin et ensuite de pouvoir avoir de l'information en même temps. La spontanéité, oui, j'avouerais qu'effectivement, la recherche d'information va peut-être prendre le pas sur la spontanéité de l'acheteur. Merci beaucoup, Marie Torce, Merci présidente et cofondatrice de Graffiti. Je vous invite à rejoindre le public. On va maintenant vous présenter notre deuxième start-up finaliste dans la catégorie commerce et réalité augmentée, c'est PitchBoy. C'est une application de digital learning, de la formation en réalité virtuelle, qui utilise à la fois de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Regardez. PitchBoy première. PitchBoy a développé un simulateur de conversation. C'est une technologie de reconnaissance vocale qui analyse et comprend le langage naturel. Au niveau des utilisateurs, ils sont dans un environnement bienveillant où ils ont le droit à l'erreur et ils développent leurs connaissances et leurs compétences à leur rythme. Au niveau des managers, ça leur donne une vision micro et macro des besoins d'accompagnement. Et au niveau des entreprises, ça leur donne une vision globale sur la performance et le retour sur investissement. La société a été créée en janvier 2019 et nous travaillons déjà avec plus de 80 entreprises. Nous avons créé plus de 300 expériences et aujourd'hui on touche plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et d'apprenants. Nos ambitions à plus long terme sont déjà le développement international, car la solution fonctionne en plus de 50 langues, et que les entreprises s'approprient l'outil de création pour pouvoir développer justement dans leur propre langue. La nomination a été accueillie avec beaucoup de joie en interne par les équipes, parce que c'est une véritable reconnaissance. Et ce que nous souhaitons maintenant, c'est l'opportunité de collaborer avec le Lab Innovation CB. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est de 86%, et on a vraiment le sentiment d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Romain Boudré, président, cofondateur de PitchBoy, nous a rejoint. Bonsoir Romain. Bonsoir. Vous avez vu le principe. Le pitch, d'abord, les questions ensuite. Vous avez 1 minute pour parler au jury. Ça marche, merci. Bonsoir. Alors, PitchBoy, c'est la solution en IA conversationnelle qui a été choisie par plus de 80 grandes entreprises renommées. Elle permet aux collaborateurs d'apprendre un argument, une méthode de vente, le discours d'une marque, mais également d'approfondir ses connaissances. Tout ça dans des mises en situation réalistes. On va prendre un cas très intéressant, c'est l'ingénieur commercial. Il va pouvoir s'entraîner à appliquer un argumentaire de vente en face d'un prospect qui va être piloté par notre intelligence artificielle. Ce prospect va agir de façon naturelle et réaliste. Il va répondre aux questions qui lui seront posées et il va soulever quelques objections en fonction de l'argumentaire qui sera développé. À la fin de son exercice, l'apprenant va savoir ce qu'il a fait de bien, savoir ce qu'il doit faire pour s'améliorer. Il va prendre en confiance, monter en compétence progressivement avec son propre rythme dans un environnement bienveillant et interactif. La simplicité de mise en œuvre de notre solution et son côté engageant en font une composante essentielle dans les parcours de formation aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Première question de Christophe Le Sobre pour le Crédit Mutuel. Vous expliquez que votre objectif est que les entreprises s'approprient votre application. Comment vous les accompagnez à s'approprier ? Oui, exactement. C'est une très bonne question. Il y a un processus d'onboarding. Donc, c'est 2 workshops de 2 heures dans lesquels vous allez être complètement autonome au niveau de la prise en main de notre solution. On est sur ce qu'on appelle une solution interface no-code. C'est très simple à prendre en main. Vous créez votre arbre de conversation et vous allez briefer l'IA sur les comportements à déclencher en fonction des différentes réactions. Pierre-Antoine Vacheron, BPCE. Justement, la question que je me posais, c'est combien de temps faut-il à l'IA pour avoir suffisamment de contenu, l'avoir suffisamment digéré pour être pertinente, typiquement pour les commerciaux ? Ouais, c'est une très bonne question. On est sur ce qu'on appelle des gros modèles de langage. J'imagine qu'on connaît tous ChatGPT ici autour de la table. C'est l'équivalent. Le modèle de langage qu'on utilise est un gros modèle de langage. Il connaît déjà la langue dans laquelle vous parlez et vous allez le briefer comme un coach en lui demandant un comportement à avoir et des analyses à faire, tout simplement. Une autre question du jury. Peut-être une question... Question de Jean-Daniel Griès, la Banque Postale. Oui, merci. Peut-être une question sur le prix, puisqu'aujourd'hui, vous avez déjà une solution installée. C'est ça. Quel est votre modèle de tarification ? Alors, on est sur un business model récurrent, en SaaS. Ouais. Le concepteur a un abonnement annuel. Et le coût moyen de formation par collaborateur, on parle de 40 € en moyenne pour s'assurer qu'il maîtrise parfaitement un argumentaire de vente et des connaissances sur ses différents métiers. Émilie Tison, Système U. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui ? On est 13 personnes, on est localisé à Paris. D'accord, merci. Une dernière question. La concurrence, moi j'en ai une, la concurrence des autres intelligences artificielles, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez ? Est-ce que ça peut vous concurrencer directement ? Alors, le secteur, le marché, on regarde bien sûr tout ce qui se passe. On fait attention à ces éléments-là. Les gros modèles de langage, tels que celui qu'on utilise, c'est un modèle qu'on a entraîné depuis plusieurs années, ce qui nous met déjà une petite avance par rapport à la concurrence. Mais oui, on regarde toujours. Donc moins de risque d'erreur ?
Il y a, beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé. On n'a pas d'hallucination, comme on parle en IA conversationnelle. Notre IA n'hallucine pas. Elle était entraînée à comparer des faits et à analyser des comportements. Audrey Maubert, BFM Business. En fait, je m'interroge sur ce que vous apportez en plus. J'ai l'impression que c'est la digitalisation du catalogue de formation en interne de l'entreprise. Alors, le problème qu'on résout, et c'est un problème très important dans la formation, c'est l'écart entre la validation des connaissances et la mise en application des compétences. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, coûteux pour les entreprises d'entraîner les collaborateurs à appliquer ces connaissances. PitchBoy est la brique qui vient résoudre ce problème. Merci beaucoup, Romain Boudré. Je vous invite à rejoindre le public et on va maintenant s'intéresser à notre troisième finaliste de cette catégorie commerce et marketing augmenté. Il s'agit de WeMap. Ce sont des cartes interactives qui vous permettent de vous repérer, de vous déplacer dans des lieux fermés. Ça peut être les locaux d'une entreprise ou un centre commercial. Regardez. Emmanuel WeMap, première. Nous sommes une société française qui avons développé une technologie de carte interactive, de localisation et de guidage pour les grands comptes, pour les grandes entreprises qui ont besoin d'informer leur public, de les aider à s'orienter dans n'importe quel espace, en intérieur comme en extérieur. Vous êtes dans un hypermarché, vous êtes égaré, vous êtes perdu. Avec WeMap, on va vous permettre en quelques instants d'être guidé par le plan et la réalité augmentée jusqu'à votre produit. WeMap se développe vite, mais notre enjeu est d'accélérer dans nos partenariats avec des grandes entreprises qui vont nous emmener sur des marchés à l'international. Nous investissons énormément dans les technologies de positionnement en utilisant les images de la caméra de votre smartphone pour vous localiser. Avec ces technologies, nous espérons demain être un des leaders mondiaux du géospatial. Nous sommes super contents d'avoir été retenus pour les trophées de l'innovation CB parce que c'est une opportunité extraordinaire de passer plus de temps avec les grands acteurs du retail et de mieux comprendre comment nos technologies de guidage, de réalité augmentée peuvent améliorer l'expérience client en magasin. Aujourd'hui, on est super fiers parce qu'on avait créé WeMap pour aider les gens à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et aujourd'hui, on a l'impression de donner un petit super pouvoir pour aider chacun à s'orienter. Emmanuel Mourin, le fondateur de WeMap, nous a rejoint en plateau. Bonsoir, Emmanuel. Dans un instant, les questions du jury, mais d'abord, vous avez 1 minute pour les convaincre. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous ici fait l'expérience d'être perdus, désorientés dans une grande surface, dans un hypermarché. Et c'est cette expérience et ce problème auquel nous allons nous attaquer avec WeMap. Et je vous donne un chiffre pour illustrer cette tendance et cette expérience partagée. Un groupe de grands magasins nous indiquait encore récemment que 15% de leurs visiteurs interrompent prématurément leur expérience de course parce qu'ils sont désorientés, frustrés de s'être trop perdus. Et donc avec WeMap, nous allons apporter une solution de cartographie, mais également de réalité augmentée pour guider n'importe quel shopper dans un magasin et l'emmener jusqu'à son produit. Et au-delà du plan et de ce guidage, nous allons offrir des solutions de positionnement basées sur la vision par ordinateur pour que dans n'importe quel espace, fermé comme ouvert, vous puissiez être localisé. Merci beaucoup. Emmanuel, première question dans notre jury de Christophe Le Sobre pour le Crédit Mutuel. Quel est votre modèle économique? Qui paye quoi? C'est la personne qui télécharge l'application? Aujourd'hui, WeMap, ce n'est pas une application. Nous sommes intégrés sur les canaux de communication, les applications, les sites web, les écrans tactiles de nos clients et ils nous versent une licence en software as a service. Autre question de banquier, Pierre-Antoine Vacheron, BPCE. Alors, ce n'est pas forcément une question de banquier, mais plus de consommateur. Oui. Comment est-ce que vous mettez à jour le plan du magasin? Parce qu'on s'est tous retrouvés dans des situations où le supermarché avait changé toute sa configuration et où ce qu'on pensait être le département du vin est devenu couche-culotte et donc évidemment on est complètement perdu. Au hasard. C'est une excellente question et c'est vrai que c'est une problématique rencontrée par tous les grands retailers. Comment est-ce qu'on met à jour ce plan? Aujourd'hui, c'est encore une tâche qui est assez fastidieuse et aujourd'hui, avec nos algorithmes de reconnaissance d'image, nous allons aider la mise à jour de ce plan simplement en utilisant les caméras de votre smartphone. Frédéric Quentin, FDJ. Est-ce que votre appli est adaptée pour les personnes en situation de handicap visuel notamment? Alors aujourd'hui, WeMap fait des efforts et développe des solutions dédiées à l'accessibilité, que ce soit pour des personnes à mobilité réduite pour calculer des itinéraires qui soient passants pour des fauteuils, que ce soit pour des personnes malvoyantes avec une lecture audio des instructions de navigation. Audrey Maubert, BFM Business. Est-ce que je peux être guidée vers un produit ou une enseigne que j'aurais présélectionné avant d'aller sur place? Alors aujourd'hui, avec WeMap, vous pouvez avoir un itinéraire à l'intérieur d'un magasin, mais aussi depuis l'extérieur. Et c'est vrai pour les magasins, pour des terminaux aéroportuaires, on va pouvoir faire un guidage complet de A à Z. Après, il est probable quand même que vous allez remettre votre téléphone dans votre poche entre chez vous et l'arrivée dans le magasin. Émilie Tison, vous avez une question? Oui. Sinon, j'en ai une.
Non, j'en ai une. Aujourd'hui, concrètement, vous avez des exemples d'usages actuels de... Oui, aujourd'hui, WeMap, on a 150 clients. Aujourd'hui, pas simplement dans le secteur du retail, mais aussi dans le secteur de la mobilité. Par exemple, avec le groupe SNCF ou la RATP pour des stations de métro. Donc, on est une solution qui est déployée à grande échelle. Jean-Daniel Griès, la Banque Postale. Oui, alors on voit bien tout l'intérêt de votre proposition pour les grands centres commerciaux, pour les aéroports portuaires. Comment vous faites pour convaincre le public finalement? Parce que leur intérêt, il est basé sur le fait que tous les publics qui viennent dans ces centres utilisent véritablement ce service. Donc comment convaincre ce public qui est passant? Je comprends. En fait, notre technologie, comme je l'indiquais, elle est intégrée aux canaux de communication, aux applications de shoppers qui sont développées par les retailers, par exemple. Et donc, il est clair qu'ils vont concentrer ces services de cartographie et d'orientation sur leur plus grande surface. Mais ce que nous avons constaté, c'est que dès une surface de 2000 mètres carrés à peu près, on constate des problèmes de désorientation et d'interruption du parcours d'achat. Merci beaucoup, Emmanuel Mourin, fondateur de WeMap. Je vous invite à rejoindre le public et j'invite également notre jury à se retirer pour aller délibérer, choisir le lauréat de cette première catégorie commerce et marketing augmenté. Si vous nous suivez à la télé, vous allez pouvoir les apercevoir en bas de l'écran en train de délibérer. Et en attendant justement cette délibération, j'accueille Romain Méglet, le responsable du Lab by CB. Bonsoir Romain. Bonsoir Stéphane. D'abord, on va peut-être rappeler ce que c'est que le Lab by CB. Quelle est sa mission? Le Lab by CB, c'est l'observatoire du futur du paiement. C'est l'incubateur des tendances du commerce de demain. Et on travaille en open innovation, c'est-à-dire qu'on travaille avec les partenaires de l'écosystème de cartes bancaires, que sont les banques CB, les commerçants CB, les industriels, les académiques, les startups bien sûr, et puis même les écoles. Mais comment concrètement est-ce que le Lab soutient l'innovation? Est-ce que vous avez des exemples de dossiers que vous avez soutenus? On travaille en particulier sur les parcours clients innovants que les nouvelles technologies peuvent permettre de déverrouiller. Donc on va travailler notamment sur la carte biométrique où les empreintes digitales peuvent remplacer le code PIN, le code confidentiel. On va travailler sur le paiement par chatbot, le commerce et le paiement vocal. Et on va travailler aussi sur les nouvelles façons de consommer. Par exemple, les parcours autonomes en ville, à la campagne, en entreprise et puis aussi en mobilité, par exemple en voiture. Là, on vient de parler de réalité augmentée. Comment est-ce que ça peut permettre d'améliorer l'expérience client dans le commerce, mais aussi dans le paiement, parce que c'est votre métier? Cette première catégorie, on voit vraiment des nouveaux cas d'usage et qui vont permettre d'apporter de la valeur en magasin notamment. La réalité augmentée, on l'a vu, elle permet de donner plus d'informations ou de guider le client lors de ses achats, avant de passer au moment de l'achat. Alors que la réalité virtuelle, elle va permettre de se projeter, d'avoir quelque chose d'expérientiellement proche de la réalité. Et on a aussi l'IA, notamment récemment l'IA générative, dont on parle beaucoup, et qui permet d'optimiser des usages, quitte à avoir même en créer des nouveaux. De toute façon, dans tous les cas, toutes ces nouvelles technologies, elles permettent de renforcer en fait l'hyper-personnalisation, l'expérientiel, ce lien qu'il y a entre les enseignes et les personnes, les clients. Dans un instant, on va parler de RSE, responsabilité sociale et environnementale. J'imagine que c'est important pour le Lab by CB. Comment est-ce que vous l'intégrez dans les projets que vous soutenez? Le Lab travaille depuis sa création, depuis 2017, sur la RSE. Donc c'est pas nouveau? Non, depuis le début. C'est presque la moitié des projets qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'aller vers une innovation verte et de faire converger les nouvelles technologies, les parcours clients innovants et une consommation responsable. Ça va de l'anti-gaspi avec Too Good To Go lors de la première année, jusqu'à la notion de data citoyenne. On a mis en place une IA, celle qu'on utilise pour identifier les startups aujourd'hui, qui s'appelle Motherbase, pour identifier les startups qu'on pourra mettre en relation avec les TPE-PME pendant la période du Covid. On a lancé un site pour l'utiliser pour les TPE-PME qui s'appelle Action Commerce CB et qui tourne toujours. Mais on va travailler aussi sur l'inclusion plus large. On va travailler sur le calcul de l'empreinte carbone. On va même travailler sur l'énergie et les composants électroniques plus verts, notamment avec la pile BFC qui a gagné les trophées il y a 2 ans. C'est intéressant, ce n'est pas uniquement l'environnement, mais aussi une dimension sociale qui est importante. Quels sont les projets, les initiatives à venir, j'ai envie de dire, dans le Lab by CB, dans justement ces domaines de la RSE? Là, on va le voir aussi, mais dans la catégorie inclusion RSE cette année, on voit qu'il y a une dimension forte sociétale, d'intergénérationnalité, de services humains, et des choses qui sont chères à la fois aux distributeurs et aux consommateurs sur une meilleure gestion du cycle de vie des produits.
ça va être les matériaux, la recyclabilité, la réduction des déchets, la revente, la réutilisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vertueux. C'est ce qu'on appelle aussi la tech for good. Mais c'est là où on voit que la tech est au service de la RSE. La RSE est aidée par la tech. Et on va de plus en plus vers une consommation responsable. Des fois, on a du mal à classer, quand on a les catégories tech et RSE. Des fois, on a des solutions qui pourraient être dans les deux. Merci beaucoup, Romain Maiglet, responsable du Lab by CB. Je vous invite à rejoindre le public. Notre jury, lui, est prêt. Il a délibéré et il va nous rejoindre en plateau. Le nom du lauréat dans la catégorie commerce et réalité augmentée. Avec notre jury, je vous rappelle les 3 finalistes. Graffiti, application de réalité augmentée qui permet de faire ses courses et vous aide à faire des choix. Pitch Boy, application de digital learning qui utilise la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Et WeMap, des cartes interactives pour vous aider à vous repérer à l'intérieur. Ça peut être dans un centre commercial, mais aussi dans les locaux ou sur le campus d'une entreprise. Pour nous donner le choix du jury dans cette catégorie, Jean-Daniel Griès, la Banque Postale, vous êtes le porte-parole. Est-ce que ça a été difficile de les départager ? Finalement, non. Ça, c'est plutôt... Donc c'est une décision consensuelle. Oui, non, il y a eu une vraie discussion sur chacun des candidats, à la fois les points forts, les points d'amélioration, le type d'innovation aussi qui était porté par chacun des candidats. Et je crois qu'il faut féliciter nos 3 candidats pour vraiment leur imagination, la portée de ce qu'ils nous proposent. Après, il faut faire un choix. Donc, on a procédé par vote, finalement, donc pour être totalement transparent. Et nous avons décidé de décerner ce prix à Pitch Boy. Pitch Boy. On va demander à Romain Boudré, président et cofondateur de l'entreprise, de nous rejoindre. On le rappelle, c'est du digital learning, reconnaissance vocale et intelligence artificielle. Votre trophée, et on peut vous applaudir. Bravo. Ça appelle forcément un discours, un trophée. Bien non, merci beaucoup, c'est une très belle reconnaissance. C'est 4 ans de travail acharné, une équipe qui est à fond sur ce type de projet. Donc, merci pour cette reconnaissance. Et merci à vous d'avoir envoyé votre dossier de candidature. Merci au jury d'avoir délibéré. On passe à notre prochaine catégorie, la 2e. On va parler d'inclusion et de RSE. Et la première start-up dans cette catégorie, c'est Colette. C'est une plateforme dédiée à la cohabitation intergénérationnelle pour instaurer une relation gagnant-gagnant entre un jeune et une personne senior. Regardez. Et première. Chez Colette, on développe la cohabitation entre générations. Donc concrètement, on aide des jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Ça permet de briser la solitude à la fois des jeunes mais aussi des moins jeunes. Et ça permet évidemment de renforcer le lien entre les générations. Ça permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat. Et enfin, chez Colette, on lutte contre la sous-occupation des logements et donc contre l'étalement urbain. On a accompagné plus de 1300 binômes de cohabitants. Le loyer moyen est 30% moins cher qu'une location classique à Paris. Et le mois dernier, on a logé plus de 18 nationalités de jeunes. Être nommé au trophée de l'innovation CB, c'est pour nous aujourd'hui une belle reconnaissance. Ça apporte beaucoup de crédibilité et de légitimité à notre projet. Et puis évidemment de la visibilité. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin. Aujourd'hui, pour une chambre qu'on publie sur la plateforme, on a 10 demandes de jeunes. Mais c'est pas facile pour un senior d'ouvrir ses portes et de cohabiter avec un jeune, un inconnu. Donc il faut vraiment qu'on fasse beaucoup de pédagogie autour de ce mode de logement pour que de plus en plus de seniors s'y mettent. Bonsoir Justine Renaudet. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Colette et vous avez, comme les autres finalistes, 1 minute pour convaincre notre jury. Bonsoir à tous. Alors chez Colette, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer, à poser leurs valises chez des seniors de plus de 60 ans qui disposent d'une chambre inoccupée à leur domicile. C'est donc de la coloc, mais entre des jeunes et des moins jeunes. Donc nous, on œuvre et on cherche vraiment à avoir un impact à 4 niveaux. Le premier, c'est lutter contre l'isolement et la solitude, à la fois des seniors bien sûr parce que beaucoup souffrent de solitude, passé la retraite, mais aussi des jeunes, la solitude des jeunes, on y pense un peu moins mais beaucoup en souffrent.
Le deuxième impact, c'est évidemment resserrer les liens entre les générations. Souvent, on met vraiment à dos les jeunes et les moins jeunes. Nous, on cherche à les rapprocher. Enfin, la précarité financière, à la fois des jeunes, leur permettre de payer un loyer plus abordable, et du côté des seniors, leur permettre de générer des revenus complémentaires. Et enfin, lutter contre l'étalement urbain. On cherche vraiment à remplir des logements inoccupés plutôt que de repousser toujours les limites de la ville. Merci Justine. Les questions de notre jury, on commence avec Christophe Le Sobre pour le crédit mutuel. Comment gérez-vous le paiement? Est-ce que le locataire paye directement la personne qui l'accueille ou pas systématiquement par Colette? Alors, le jeune va payer via la plateforme Colette, et nous, on va prélever des frais de service à ce moment-là et reverser directement le loyer sur le compte bancaire des autres. Pourquoi? Pour éviter justement tous les sujets de paiement entre le jeune et son hôte, sujets de paiement qui peuvent être des sujets qui apportent un petit peu des frictions parfois. Frédéric Quentin, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur à la FDJ. Est-ce que vous validez? Oui, ce sont nos clients, les seniors et les jeunes, donc oui, ça nous tient à cœur. Est-ce que vous validez comment vous validez les profils des jeunes et des seniors? Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais nous, on est une plateforme en ligne privée. Donc, quand vous vous inscrivez, vous n'êtes pas automatiquement ajouté sur la plateforme et vous n'allez pas pouvoir un petit peu faire votre recherche de chambre ou poster votre annonce. Donc, il faut passer par une étape de vérification, de complétion de profil. Il y a évidemment aussi du contact humain avec l'équipe Colette. On montre patte blanche et une fois que tout est OK, vous êtes inscrit et admis dans la communauté. Et là, va pouvoir s'opérer le matching et la création des binômes. Pierre-Antoine Vacheron, PPC. Et alors aujourd'hui, la communauté Colette, c'est combien de personnes côté senior et côté jeunes? Côté senior, on a plus de 10 000 seniors qui sont inscrits sur Colette. Plus de 1000 d'entre eux proposent déjà une chambre. Évidemment, c'est un processus qui est un petit peu long parce que c'est pas rien d'ouvrir son intimité à un jeune. Donc, ça prend du temps de les lancer dans l'aventure. Et du côté des jeunes, on en a plusieurs dizaines de milliers. C'est un bon plan logement pour eux. Donc, forcément, ils arrivent en masse s'inscrire sur Colette. Émilie Tison, Système U. Est-ce que vous allez au-delà de Paris? Vous avez parlé de Paris, vous développez dans toute la France? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le focus, c'est vraiment de développer Paris et l'Île-de-France parce qu'il y a un vrai potentiel à développer sur cette zone. C'est une zone qui est tendue en termes de logement. Il y a aussi beaucoup de problèmes de solitude des aînés. Donc on est focus sur cette zone, mais on a aussi développé Bordeaux et Lyon. Évidemment, on a l'ambition de se développer partout ailleurs et aussi à l'international. Audrey Maubert, BFM Business. Vous parliez de matching tout à l'heure. Est-ce que le locataire a la possibilité de choisir le profil et l'endroit ou la personne avec qui il va vivre, vu que le fantasme aussi, c'est de trouver la solution à la solitude, etc. Oui, absolument. Et d'ailleurs, créer les bonnes paires de cohabitants, c'est ce qui fait le succès d'une cohabitation. Donc en fait, sur la plateforme, il va y avoir du matching, on va dire automatisé, basé sur des critères assez objectifs, le montant maximum pour le loyer, les dates, etc. Et nous, l'équipe Colette, on est là aussi en soutien, en support pour créer les meilleures paires de cohabitants, c'est-à-dire des personnes qui vont cohabiter ensemble en ayant les mêmes attentes, les mêmes besoins et surtout les mêmes affinités, bien sûr, c'est hyper important. Merci Justine Renaudet. On n'aura pas le temps pour une autre question. On vous redonnera la parole après Jean-Daniel Griès. Merci. Je vous invite à rejoindre le public et on passe à notre deuxième finaliste dans cette catégorie inclusion et RSE. Cette deuxième start-up, c'est Spareka. Elle veut lutter contre le gaspillage en favorisant, en expliquant, en permettant la réparation de nos appareils domestiques. Regardez. Spareka première. Alors Spareka est une plateforme en ligne d'aide à la réparation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens, face à la panne, réparent plutôt qu'ils jettent. On fait ça en 3 étapes, avec des diagnostics en ligne et des visios, des pièces détachées qu'on expédie et des tutos vidéo sur notre chaîne YouTube. On a 250 000 abonnés qui comptabilisent 75 millions de vues. Une réparation avec Spareka coûte en moyenne 40 €, là où lorsqu'on fait intervenir un technicien, c'est plutôt 150-160 €, donc on est 4 fois moins cher. Nous, notre objectif, c'est d'éviter que les appareils partent à la poubelle. Donc c'est éviter des millions de tonnes de déchets en les réparant et en allongeant la durée de vie des appareils. Les enjeux actuels de l'entreprise, suite à notre levée de fonds en 2022, c'est de réussir à doper notre réseau de techniciens pour pouvoir offrir des visios à tout le monde en moins de 15 minutes. Notre ambition à plus long terme, elle est de partir à l'international. La réparation, c'est un enjeu mondial. Tout le monde a besoin de réparer ses appareils et Spareka, avec ses plateformes, est prêt pour aller attaquer ces nouveaux marchés. C'est une grande fierté pour moi et c'est une grande fierté pour l'équipe d'être nommé au Trophée d'innovation CB. On serait ravis de collaborer avec le groupe CB pour pouvoir mettre dans toutes les cartes bancaires le service Spareka.
Geoffroy Malater, le fondateur de Spareka. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Tout le monde n'est pas bricoleur ici dans la salle, mais vous avez quand même 1 minute pour les convaincre. Bien sûr. Alors 40% des appareils qui sont jetés sont réparables. Comment lutter contre cela? Eh bien tout simplement en baissant le coût de la réparation. Spareka s'y attaque avec 3 étapes. Une première étape de diagnostic dans laquelle on va avoir un chatbot en ligne avec des questions très simples qui va vous guider vers la bonne solution. Et puis sinon avec un technicien en visio qui va vous accompagner pendant 10 minutes. Dans 50% des cas, on résout le problème directement sans pièce. Et dans 50% des cas, vous avez besoin d'une pièce détachée qu'on vous vend sur le site internet. Et ensuite, on vous accompagne directement avec des tutos. On a plus de 1200 tutos sur notre chaîne YouTube qui va vous montrer comment faire pour changer la pièce. À la fin, la plupart des clients réussissent à réparer pour seulement 30 à 40 euros. Merci Geoffroy. Le feu des questions du jury. On va commencer par Pierre-Antoine Vacheron de BPCE. Vous êtes bricoleur? À la base, non, mais je progresse particulièrement pour des raisons RSE, parce qu'effectivement, réparer évite de jeter, et je pense que c'est un très bon acte, un très bon geste. Ma question, c'est, évidemment, vous couvrez un spectre extrêmement large d'appareils. La production de contenu, elle est faite par des individus qui sont indépendants, que vous financez, ou ce sont des salariés? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est vraiment notre savoir-faire, tout est fait en interne par nos équipes, alors la plupart du temps par nos techniciens salariés, et puis parfois également pour démontrer que tout est possible. Notre comptable, notre stagiaire, notre directeur marketing va s'y mettre et va faire un tutoriel pour montrer qu'on peut réparer. Christophe Le Sobre, Crédit Mutuel. Justement, ça doit être assez compliqué de recruter les bons experts dans ces domaines et les différents domaines que vous couvrez, non? C'est pas simple et on a de la chance parce qu'on propose beaucoup de pédagogie. D'une certaine manière, lorsqu'on a été technicien pendant 20 ans sur la route, on a envie de partager, de montrer aux autres comment faire. Et le fait de passer derrière la caméra et d'apprendre à des millions de personnes à faire ces gestes-là, c'est aussi finalement un peu transcender son métier pour le diffuser à tout le monde. Donc c'est une mission qui plaît. Jean-Daniel Griès, la Banque Postale. Toujours sur vos techniciens qui doivent être peut-être des artisans. Combien vous avez de techniciens? Ça, c'est crucial dans votre modèle. J'ai compris que la question des achats aussi était cruciale. Donc, est-ce que vous avez des spécialistes achats qui soutiennent finalement toute cette offre intégrée? Bien sûr. Alors, avant même les achats, les bases de données sont des sujets extrêmement importants et parfois c'est un peu difficile de négocier avec les fabricants qui ont du mal à nous donner toutes ces informations-là. Donc, nous, on a des équipes dédiées là-dessus, à la fois sur le catalogue et à la fois sur les achats. Sur la partie technique, on a d'un côté tout un réseau de partenaires et aujourd'hui, on a une trentaine de partenaires qui travaillent avec nous sur des visios. Et puis, en interne, on a plusieurs techniciens qui, eux, sont des experts de leur métier sur chacune des lignes de produits. Frédéric Quentin, de la FDJ. Alors, comment est constituée votre équipe et est-ce que vous avez des clientes? Il y a des femmes bricoleuses? Alors, on a beaucoup de femmes bricoleuses, en fait, parce que régulièrement, les hommes, justement, parfois disent « je ne suis pas bricoleur », alors que les femmes se disent « non, mais je vais y arriver », vont naturellement sur Internet et y arrivent. On a aussi pas mal de personnes qui sont retraitées, qui sont des gens qui ont l'habitude d'utiliser la visio avec leurs petits-enfants et qui vont naturellement faire de la visio avec un technicien et qui ont un peu de temps et qui ont envie de s'intéresser aux choses. Émilie Tison, Système U. Vous dites que la plupart arrivent à réparer. En taux de succès, vous êtes à combien aujourd'hui? Alors, on n'a pas cette information-là précisément. Ce que je peux vous dire, c'est que 50% des gens qui utilisent notre chatbot, notre diagnostic, ou qui utilisent une visio, réparent sans avoir besoin d'une pièce détachée. Les autres 50% vont venir chez nous pour acheter une pièce détachée et ne nous disent pas systématiquement comment est-ce que ça s'est passé. Mais quand on mesure la satisfaction des clients, nous on a des NPS très élevés, on est à 60 de NPS. Ça veut dire que, grosso modo, 93% des gens nous disent qu'ils ont eu une super expérience. Alors, est-ce qu'ils ont réparé in fine? Je ne sais pas, mais surtout, je crois, ils ont eu la fierté d'essayer de le faire. La plupart y arrivent. Parce qu'on n'a quasiment pas de retour. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils vont vouloir acheter un nouvel appareil, souvent, ils vous disent « non, j'en achète un nouveau, mais j'ai quand même essayé de le faire, j'ai quand même essayé de réparer ». Et la plupart y arrivent. Merci beaucoup, Geoffroy Malater. Je vous invite à retourner dans le public. Et on va maintenant présenter notre dernier finaliste dans cette catégorie. C'est Vera, c'est le premier dressing virtuel et intelligent qui vous permet de choisir une tenue avec un petit coup de pouce le matin ou de faire la place dans vos armoires. Regardez. Nada Vera, première.
Vera est une application mobile, c'est un dressing virtuel intelligent qui permet d'optimiser le contenu des placards de nos utilisateurs. Alors comment ça marche? On invite nos utilisateurs à prendre en photo le contenu de leur garde-robe et tous les jours, ils reçoivent des idées de tenue en fonction de la météo et de l'occasion. On sait que les particuliers n'utilisent que 30% de leur garde-robe. Au même moment, l'industrie textile en termes de production a plus que doublé. Résultat des courses, l'industrie textile aujourd'hui, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Aujourd'hui, avec Vera, nos utilisateurs ont la possibilité d'avoir au quotidien de nouvelles idées de tenue en fonction des vêtements qu'ils possèdent déjà. Notre particularité, c'est l'intégration d'une solution omnicanal dans l'application pour permettre à nos utilisateurs de dénicher à proximité de chez eux des vêtements de seconde main. Vera, c'est bientôt tout l'écosystème mode d'une personne dans une seule et même application pour avoir un impact responsable sur l'industrie textile. C'est un honneur et un privilège d'être nommé au Trophée des innovations CB. Cela démontre clairement que nous allons dans le bon sens et ça reste une véritable reconnaissance de nos pairs. J'ai tenu à garder cette application gratuite pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre pour avoir un véritable impact. Bonsoir Nada Bargatchi, vous êtes PDG et fondatrice de Vera. Vous avez 1 minute pour convaincre le jury et ensuite on passera aux questions-réponses. Bonsoir à tous. Je pense que l'ensemble des personnes ici présentes et même des téléspectateurs se posent la question souvent, tous les matins, sans doute. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter aujourd'hui? Quel temps il fait dehors? Comment je m'habille? Et on a tous des placards pleins à craquer. On sait aujourd'hui que nous, les particuliers, n'utilisons que 30% des vêtements que nous avons dans notre garde-robe. Et au même moment, l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, car en termes de production, elle a plus que doublé ces dernières années. Donc aujourd'hui, l'outil qui permet d'aller contre ce phénomène, c'est l'application mobile Vera. C'est un dressing virtuel intelligent qui permet donc d'optimiser le contenu des placards des utilisateurs en fonction de la météo et de l'occasion. Elle permet une utilisation quotidienne et permet un véritable impact sur l'industrie textile. On a intégré aujourd'hui une solution omnicanal à cette application pour pouvoir favoriser l'économie circulaire de proximité. Merci Nada Bargatchi. Question d'Audrey Maubert. Audrey Maubert est connue pour son dressing, mais aussi c'est la présentatrice d'Iconic Business sur BFM Business. On y parle de mode, forcément on y parle un peu de dressing haut de gamme. Oui, on y parle aussi d'argent. Et la question, et vous précisez dans votre argumentaire que vous avez choisi pour un véritable impact que ce soit gratuit. Mais quid de votre modèle de rémunération? Est-ce que c'est l'étape d'après? C'est effectivement l'étape d'après. En fait, je tenais à ce que l'application soit gratuite pour n'avoir aucune barrière à l'entrée pour l'ensemble de nos utilisateurs. Et effectivement, nous avons intégré une solution omnicanal et nous allons ouvrir notre application pour la seconde main pour une question de monétisation. Et cette monétisation est prévue pour septembre. Frédéric Quentin, FDJ. Alors moi, j'ai une question par rapport aux ados. Est-ce que vous avez imaginé une fonctionnalité pour les ados pour leur faire gagner du temps le matin? Alors, c'est une très bonne question. En fait, quand on regarde le marché aujourd'hui des vestimentaires, des dressings virtuels, il est très souvent cloisonné. Donc, on trouve pour les personnes plus size, pour uniquement les hommes, pour les adolescents uniquement, etc., etc. Et l'idée de Vera, c'est vraiment d'être le reflet de chaque personne. Donc, en fait, on a intégré une intelligence à l'intérieur de notre application pour pouvoir comprendre les besoins stylistiques de chacun des utilisateurs et y répondre au quotidien. Donc, plus la personne utilise l'application, plus la connaissance de son goût s'affine et plus le matching se fait de manière plus précise. Émilie Tison, Système U. Oui, alors on parlait tout à l'heure de votre modèle économique. En quoi vous vous différenciez de la concurrence sur le sujet de la seconde main? Alors aujourd'hui, sur Vera, on a un dispositif omnicanal qui est principalement destiné aux dépôts-ventes. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum de partenaires dans toute la France. Donc aujourd'hui, on a déployé ce dispositif il y a 3 mois maintenant. On en compte une quinzaine dans toute la France. Et l'idée, c'est de pouvoir choper à proximité de chez soi, donc des pièces de seconde main qui sont dans les dépôts-ventes. Donc il y a une question de proximité et de savoir vraiment d'où la pièce vient et pas avoir à chercher pendant des heures la pièce qui nous convient. On a vraiment, c'est le vêtement qui vient à nous et pas à l'utilisateur d'aller vers le vêtement. Nada, il nous reste peu de temps. Moi, j'ai une question très rapide. Est-ce que les choix sont paramétrables? Si l'application, le matin, elle m'aide à choisir une tenue, oui. Est-ce qu'elle connaît mes goûts? Elle va raisonner par couleur, par forme?
Elle résonne d'abord par... En fait, on a travaillé sur un algorithme, on a travaillé avec les stylistes de l'Institut français de la mode et on a fait apprendre à notre intelligence que les petits pois, ça ne va pas forcément très bien avec les carreaux. Quoique. Non, il faut éviter. Que, par exemple, à partir de 23-25 degrés, on peut porter des chaussures ouvertes, etc. Et en fait, ce sont les dispositions de base, les connaissances de base que l'algorithme connaît. Et plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus l'utilisateur va utiliser l'application, plus on va comprendre, plus elle va comprendre quels sont ses goûts. Donc, le premier paramétrage, c'est celui-là, puis la météo. Et l'occasion, bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'habiller de la même manière quand on va sur un plateau de BFM Business qu'aller faire ses courses chez moi. Quel sens de la conclusion. Merci beaucoup. Nada Bargacci, PDG et fondatrice de Vera. Je vous invite à rejoindre le public. Notre jury va maintenant délibérer pour choisir le lauréat de cette deuxième catégorie, inclusion et RSE. Je vous invite à rejoindre les coulisses. Et en attendant, j'accueille Loïs Moulin, le directeur du développement de CB. Bonjour Loïs. Bonsoir Stéphane. Avec vous, on va remettre un autre prix, le Grand Prix des experts CB. Pourquoi avoir créé ce prix ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait environ 200 startups qui étaient dans ces trophées d'innovation. C'était même un peu plus. Un peu plus, avec 6 finalistes aujourd'hui et 2 prix qui vont être remis par le jury. Alors, ça génère une petite frustration parce qu'on aimerait bien en récompenser beaucoup plus. Donc on a déjà l'an dernier choisi de créer un grand prix du jury. Alors l'an dernier, c'était le prix du public et cette fois-ci, c'est le prix des experts. Qui sont les membres de ce jury quand on dit les experts CB ? Alors, les experts CB, c'est un échantillon représentatif de l'écosystème avec lequel on travaille au quotidien. Donc il y a beaucoup de banquiers. Il y a des banquiers, mais il n'y a pas que des banquiers. Notre écosystème, c'est les commerçants, évidemment, qui sont les utilisateurs de CB. C'est également nos partenaires industriels et technologiques. Et finalement, on a des groupes de travail, des comités, avec l'ensemble de cet écosystème. Et on a puisé dans ce vivier pour trouver environ 500 experts qui ont choisi de voter. Et bien entendu, on a intégré dans ces experts les collaborateurs de CB. Vous avez une enveloppe, puisque le vote a été effectué en amont de cette émission. Ça laisse nous dévoiler le nom du lauréat pour le Grand Prix des experts CB. J'ai le plaisir de désigner Spareka comme lauréat du prix Coup de cœur des experts CB. On peut l'applaudir. Spareka, c'est une start-up qui veut lutter contre le gaspillage en facilitant la réparation des appareils domestiques. Merci. Et on accueille de nouveau Geoffroy Malater, le fondateur de l'entreprise. Peut-être une réaction ? Écoutez, beaucoup de fierté d'avoir été nommé par les experts. Ça nous fait plaisir. Nous-mêmes, on essaye d'être des experts de notre métier en étant le plus pédagogue possible pour pouvoir partager au plus grand nombre ce qu'on sait. Donc, c'est une belle reconnaissance. Loïs, qu'est-ce qui a séduit les experts ? Alors, je n'étais pas dans le cerveau des 500 experts, mais je pense que ça n'est pas un hasard que ça soit au travers de l'échantillon RSE que Spareka a été choisi. La proposition de Spareka, elle nous touche tous, on la comprend très simplement. On sait, on a l'intuition que plus on améliore la durée de vie des appareils qu'on utilise au quotidien, plus on améliore notre impact sur l'environnement. Et nous, d'ailleurs, on l'a mesuré dans notre propre écosystème. On a réactualisé une étude sur l'empreinte écologique des paiements par carte et elle a mis en évidence que allonger la durée de vie d'1 an d'une carte bancaire, la durée de vie d'1 an d'un terminal de paiement électronique, ça avait une amélioration significative sur l'empreinte carbone et sur l'épuisement des ressources minérales. On aura bientôt un tuto pour réparer les cartes bancaires. Alors ça sera, comme c'est un objet de très grande technologie, ça sera un peu plus difficile, mais pourquoi pas un terminal de paiement électronique ? On va en parler avec évidemment Geoffroy Malater, mais vous suivez les anciens lauréats. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble sur ces Grands Prix. Tout à fait. L'accompagnement des lauréats ne s'arrête pas à l'issue de cette émission. On cherche à les accompagner en leur donnant plusieurs choses. La première, c'est la visibilité, c'est cette émission. Cette visibilité, on va aussi la voir au travers du forum CB chaque année, où les startups lauréates viennent
sont présentés à l'ensemble de l'écosystème, dont je parlais tout à l'heure. On va faciliter la mise en relation. Certaines de ces startups ont besoin de partenaires pour se développer. Ça peut être des banquiers, ça peut être des commerçants, ça peut être des industriels. Et enfin, lorsqu'on en a l'occasion, on va nous-mêmes essayer de développer une expérience avec l'une ou l'autre de ces startups lauréates. Et bien entendu, si elle a la moindre problématique de paiement, on est là pour l'accompagner, pour lui aider à résoudre ses problèmes de paiement. Merci beaucoup. Loïs Moulin, directeur du développement de CB. Et bravo à vous, Geoffroy Malater, fondateur de Spareka. Je vous invite à rejoindre le public. Le jury a délibéré. On va connaître le nom du lauréat dans la catégorie Inclusion et RSE. Le jury va revenir en plateau. Dans cette catégorie, les 3 finalistes étaient Colette, plateforme dédiée à la cohabitation intergénérationnelle, Spareka, également dans cette catégorie, start-up qui veut lutter contre le gaspillage en favorisant la réparation des appareils domestiques, et Vera, le premier dressing virtuel et intelligent qui permet à la fois de gagner du temps le matin en s'habillant et de gagner de la place dans ses armoires. C'est Frédéric Quentin qui est la porte-parole, qui va nous faire le compte-rendu de cette délibération. Frédéric, d'abord un mot, ça a été facile de désigner un lauréat ? Oui, assez facile. On a eu un petit coup de cœur, voire même un gros coup de cœur. Ah, donc c'est une décision quasiment unanime. Unanime. Alors je vous en prie, le nom du vainqueur dans la catégorie Inclusion et RSE. C'est Colette. Colette, on peut vous accueillir. Bravo, Justine Renaudet, cofondatrice de Colette, votre trophée. Merci beaucoup. Donc on peut vous applaudir, effectivement, et vous demander évidemment une réaction. Bah écoutez, beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance. On est toute une équipe en fait à avoir pour mission d'accompagner nos seniors et aussi nos jeunes. Donc là, j'ai une pensée pour notre communauté qui est très engagée. Et donc, je suis hyper émue, en fait. Voilà, je leur dédie ce prix, et aussi à toute l'équipe Colette et à mes cofondateurs. Merci beaucoup pour mettre en avant un projet, un impact social fort sur les plus âgés qui sont malheureusement aujourd'hui un peu laissés pour compte. On parle beaucoup de jeunisme, d'agisme. Nous, on cherche à avoir vraiment un impact sur la vision de la société sur la vieillesse, changer tout ça. Et donc, merci encore pour le prix. Justine, la cohabitation intergénérationnelle, on en parle depuis beaucoup d'années. Parfois, ça n'a pas marché. Vous avez l'impression aujourd'hui que le contexte économique peut être un coup de pouce ? Vous le disiez tout à l'heure, tout le monde a besoin d'un complément de revenu et tout le monde a besoin d'un loyer abordable. Ouais, c'est sûr que le contexte économique aide parce que les jeunes ont besoin de se loger à moindre coût. Les seniors, malgré ce qu'on peut en penser, ne sont pas tous des nantis et la plupart de ceux qui viennent d'abord chez Colette, c'est pour des raisons financières. Plus des 2/3 d'entre eux nous ont dit que Colette leur permettait, joue ou ont joué un rôle déterminant dans le fait de rester vivre dans leur logement et de ne pas déménager. Donc clairement, oui, c'est un booster aujourd'hui. D'abord, le complément de revenu avant la lutte contre la solitude ? En général, ce qui les fait venir, c'est le complément de revenu, parce que beaucoup ont vraiment besoin de ça pour pouvoir tout simplement couvrir leurs frais. Et ensuite, ce qui les fait rester, c'est tout simplement la joie d'avoir quelqu'un sur qui compter tous les jours et la joie d'avoir de la compagnie, tout simplement. Merci beaucoup, bravo pour votre trophée, bravo aux 3 lauréats et merci aux finalistes, aux 6 finalistes qu'on a accueillis ce soir. Graffiti, application de réalité augmentée pour faire les courses. Pitch Boy, application de digital learning qui utilise la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle. WeMap, les cartes interactives pour vous repérer, notamment dans les centres commerciaux. Colette, à l'instant, lauréat. Spareka, start-up qui veut lutter contre le gaspillage, et Vera, le dressing virtuel intelligent. Merci à vous, les membres du jury, d'avoir joué le jeu. Merci pour vos questions pertinentes. On aura quand même remarqué que les questions de bricolage, ça a surtout intéressé les hommes et les questions de dressing, surtout les femmes. Je ne veux pas faire de généralité, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé à quelque chose près. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Frédéric Quentin, responsable du sport haut niveau et du sport féminin à la FDJ. Audrey Maubert, directrice adjointe de la rédaction de BFM Business. Émilie Tison, directrice des services financiers chez Système U. Jean-Daniel Griès, directeur des relations interbancaires et partenariats paiement à la Banque Postale. Christophe Le Sobre, directeur des projets de l'innovation, solutions de paiement au Crédit Mutuel. Et Pierre-Antoine Vacheron, directeur général des paiements
chez BPCE. Très bonne soirée sur BFM Business. À bientôt.